Beaucoup de barons de la drogue se font plus discrets. Il a dû penser, à quoi bon être le plus grand dealer d'Amérique si personne ne le sait? La BMF débarquait dans les boîtes de nuit d'Atlanta et donnait des dizaines de milliers de dollars de pourboire. Une vraie pluie de billets. Ils auraient lancé cette mode. Big Mitch placardait son portrait partout dans Atlanta. Le monde appartient à la BMF. La Black Mafia Family, ce n'était pas un gang, c'était des trafiquants de drogue. La BMF est née à Détroit à la fin des années 80. Au début des années 2000, c'était le plus gros vendeur de cocaïne d'Amérique. Big Mitch et la BMF ont pris Atlanta par surprise. Ce n'était pas vraiment un label hip-hop. Ils avaient un seul artiste. Demetrius Flannery, un des frères, était un personnage haut en couleur. Terry était tout le contraire. Il était très malin. Il essayait toujours de passer inaperçu. Et le type passe à ce moment-là. Il a tapoté la voiture. On ne touche pas aux affaires de la BMF. Une bagarre a éclaté derrière le Velvet Room. Un homme a été tué, un autre est gravement blessé. Après l'affaire du Velvet Room, les gens avaient peur de la BMF. La vie humaine ne comptait pas pour eux. On aurait dit qu'il suppliait la police de le pourchasser. Et elle ne l'a pas lâché. Aujourd'hui, dans les Diables de l'Amérique, Demetrius et Terry Flannery, les plus grands dealers d'Amérique. Le 2 novembre 2003, celui qui se fait appeler P. Diddy monte à l'assaut de New York. Sean Combs participe avec plus de 30 000 autres coureurs au marathon qui traverse les 5 grands quartiers de la ville. Le roi du rap a collecté 2 millions de dollars pour des associations pour l'enfance et le système éducatif new-yorkais. Il ignore que dans 10 jours, il va enterrer un proche. Il y a eu un double homicide à Atlanta, à 4 h du matin. Le nightclub s'appelait le Chaos. Ça ne s'invente pas. Il s'est passé quelque chose et ça a dégénéré en gigantesque fusillade. Des dizaines de coups de feu ont été tirés. Malgré la présence de centaines de personnes cette nuit-là, la police ne parvient pas à mettre la main sur aucun témoin fiable. Tout ce qu'elle trouve, ce sont 2 cadavres et des douilles partout sur le parking. Anthony Jones, 38 ans, est mort sur place. Lamont Gurdy, 38 ans également, est décédé quant à lui à l'hôpital Grady. Anthony Wolf Jones habitait New York et Lamont Gurdy, qui était aussi de Brooklyn, vivait à Atlanta. Ils ont été tués tous les deux. Tout le pays savait qu'Anthony Wolf Jones était le garde du corps de Sean Combs. Il avait été mêlé à une des grandes affaires qui avaient éclaté à New York du temps où Jennifer Lopez et Sean Combs étaient en couple. Je suis venu dire la vérité pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire. En 1999, Sean Combs et Anthony Jones ont été inculpés pour une possession illégale d'armes et tentative de corruption de témoins. Une fusillade dans un club new-yorkais a fait 3 blessés. Mais tous deux ont été déclarés non coupables et totalement acquittés. Wolf n'était pas du genre à se laisser faire. C'était un garde du corps, c'était un dur. D'après les autorités, c'est justement ce qui aurait causé sa mort à Atlanta. Wolf était un grand type, un coriace. Il aurait été contrarié de voir une de ses anciennes petites amies assise à la table de la BMF. Autrement dit, la Black Mafia Family. Anthony Jones a été expulsé du nightclub Chaos après une dispute avec le chef de la BMF, Big Mitch, de son vrai nom, Demetrius Flannery. Wolf et son copain d'enfance sont morts sur le parking de la boîte de nuit. Mitch, lui, a fini à l'hôpital. Mitch s'est fait tirer dans le derrière. Et ça a été la bonne excuse. Il a dit à l'enquêteur, « Comment je pourrais savoir ce qui s'est passé? Si on m'a tiré dans le cul, c'est que j'étais en train de me barrer. » Considéré comme le suspect numéro 1, Big Mitch a quand même été arrêté. L'affaire a fait de la publicité à la BMF. De la bonne publicité. En boîte, les gens portaient des t-shirts « Libérez Mitch ». C'était un héros. Les autorités ne se doutaient pas à ce moment-là
qu'elles avaient capturé l'un des deux chefs d'un empire de la drogue. Quand la BMF était à son apogée, en ce qui concerne le business de la cocaïne, son réseau s'étendait sur pratiquement tout le pays. Le gouvernement a saisi des centaines de millions de dollars. Dans la pègre américaine, c'était eux qui dictaient les règles du jeu. À mes yeux, ils représentaient une menace pour la sécurité des États-Unis. Deux frères, originaires de Détroit, ont étendu leur influence de la côte Est à la côte Ouest. Big Mitch Flannery est sans doute le dealer le plus influent des 50 dernières années. Terry, son cadet, est le moins connu des deux, par choix personnel. Il était très malin, très calculateur. Tout en essayant de passer inaperçu, il avait toujours plusieurs longueurs d'avance. Je ne pense pas que la DEA ait jamais eu affaire à un syndicat du crime ayant une telle emprise territoriale, un tel esprit d'entreprise. La BMF est née dans le quartier de Southwest Détroit à la fin des années 80. Au début des années 2000, c'était indiscutablement le plus gros vendeur de cocaïne d'Amérique. Les deux frères se partagent le marché national, fournissant leurs dealers respectifs en marchandises de la côte ouest à la côte est. Ce n'était pas un gang, c'était une organisation de trafiquants de drogue. Leur réseau couvrait des tas de villes, employait des tas de gens. Il était immense. Ils utilisent des véhicules munis de trappes pour cacher la marchandise et l'argent et transportent la cocaïne d'un État à l'autre par kilo entier. Il faut avoir une très bonne expérience de la rue pour développer un tel réseau. Peu de gens en sont capables. Démétrius et Terry y sont parvenus, et très rapidement. Ils inondaient des quartiers entiers, du Midwest au sud, de l'Est à l'Ouest, de quantités colossales de cocaïne. Parfois, c'était extrêmement violent. Ils se faisaient remarquer partout où ils allaient, dans les nightclubs. Ils étalaient leur argent, conduisaient des voitures de luxe. Ils payaient cash. Mercedes, Maybach, Bentley, Ferrari, Aston Martin. Il y en avait pour des millions de dollars. Démétrius Flannery était un personnage haut en couleur, outrancier. Il attirait l'attention. Et ça rendait fou son frère. Terry, de 2 ans son cadet, se fait appeler Southwest T. Terry était tout le contraire. C'était quelqu'un d'ordinaire. À le voir, on n'aurait jamais dit qu'il sévissait dans la rue, ni qu'il trempait dans des affaires de drogue. Southwest T voulait rester le plus discret possible. Le fossé entre les deux frères est devenu abyssal, au point qu'à la fin de leur règne, ils ne se parlaient même plus. Terry et Mitch étaient partenaires, mais aussi rivaux. Ils avaient des styles trop différents. Alors que ses activités exigent une grande discrétion, Big Mitch adore se faire remarquer. Pour lui, c'était normal de se pointer dans une boîte de Buckhead à Atlanta et de dépenser au bar 10 000, 15 000 dollars en une soirée. Il arrivait dans les boîtes de striptease avec des mallettes remplies de billets. L'argent pleuvait littéralement. C'était une vraie pluie de billets. C'est eux qui auraient lancé cette mode. Il a dû penser, à quoi bon être le plus grand dealer d'Amérique si personne ne le sait? Beaucoup de barons de la drogue se font plus discrets pour éviter les ennuis. Au dire de tous, y compris de lui-même, Mitch affichait sa réussite. C'est comme s'il avait pris un bâton pour asticoter le tigre dans sa cage. Le tigre étant le FBI. Mitch estime que la célébrité est bonne pour les affaires. Terry, lui, a le sentiment que son frère a failli mettre le feu aux poudres. Terry en voulait à Mitch après la fusillade du chaos. Il lui reprochait d'avoir inutilement attiré l'attention. À Atlanta, la police n'a entendu que des rumeurs. Et même elles se sont tues. Une femme pressentie comme témoin a finalement préféré se rétracter. Personne n'aurait osé déposer contre cette bande de dealers. Big Mitch
pense avoir une défense en béton. Il a reçu une balle dans les fesses. Pour autant que je sache, je défends la victime d'un délit. Mon client a été victime de coups et blessures. Mitch a été arrêté suite au meurtre, mais il n'y avait pas assez de preuves pour présenter le dossier à un jury de mise en accusation. Pas d'armes, pas de témoins. Ça a été vite bouclé. Clairement, les preuves sont limitées. Comme on a tous pu le constater aujourd'hui, elles sont quasi inexistantes. Quelques jours plus tard, le deuxième chef de la Black Mafia Family arpente de nouveau les rues et se montre dans les nightclubs. Les affaires reprennent. Mitch et son entourage distribuent à tout va des t-shirts avec le sigle BMF. Et très vite, le déballage devient incontrôlable. On s'attend à ce que les criminels se cachent. Ces types, c'était tout le contraire. Ils s'affichaient. La Black Mafia Family, c'est l'histoire de deux frères au style très différent. Mais Demetrius et Terry Flenory ne sont pas seulement unis par les liens du sang et leur activité criminelle. Ils partagent un autre point commun, Détroit. L'histoire criminelle de Détroit est incroyablement riche. Elle remonte à avant la Prohibition. Cette ville a donné naissance à quelques très grands criminels. La Black Mafia Family compte parmi les bandes organisées les plus influentes, les plus puissantes et les plus étendues qui aient jamais existé. Au début, ils venaient tous de Southwest Détroit. L'organisation s'est ensuite étendue à d'autres quartiers, mais ceux du noyau dur venaient tous du même coin. Ils se connaissaient depuis des années et des années. C'est marrant, Détroit. On a les quartiers Est et Ouest, mais le Sud n'existe pas. C'est le Southwest, le Sud-Ouest. Dans les années 60, c'était là que se concentraient les usines. On ne voyait jamais le soleil à cause des fumées. Comme toujours, la zone industrielle était au bord du fleuve. Le Tiger Stadium se trouvait à Southwest Détroit. Le coin est connu pour ses basketteurs exceptionnels. Les frères Flenory n'évoluent pas dans le même monde, mais deviennent tout aussi célèbres dans les rues du quartier. On les avait surnommés les 50 Rock Boys, parce qu'ils vendaient des sachets de crack à 50 $. Ils étaient très appréciés à Southwest Détroit. La BMF est née dans une maison d'Edsel Street. C'était là que vivaient les Flenory. Les parents avaient du mal à joindre les deux bouts. Ils percevaient des aides sociales. C'était une famille très religieuse. Alors ils priaient pour que l'argent arrive à temps, pour que l'électricité ne soit pas coupée, pour qu'ils ne soient pas expulsés de chez eux. À l'époque, Southwest est un quartier très peuplé. Dans les années 50, Détroit était la ville la plus prospère du pays. Il n'y avait pas de meilleur endroit pour fonder une famille. Détroit, qui semble respirer la bonne santé, est en réalité très malade. En moins de 20 ans, tout est parti à volo. À la fin des années 90, la ville était ravagée par le trafic de drogue et la délinquance, au point que presque tous ses habitants sont partis. Les frères Flenory naissent exactement à l'époque où la ville surnommée Motor City semble tomber dans une spirale infernale. En 1967, un Afro-Américain de Détroit qui avait fait la guerre au Vietnam fêtait son retour dans un bar. L'établissement n'avait pas de licence en bonne et due forme. Et à l'aube, la police a fait une descente. Une bagarre a éclaté et a dégénéré. Ça a mis le feu aux poudres et l'incendie s'est propagé dans toute la ville. Romney, le gouverneur du Michigan, et la police locale de Détroit ont été incapables de maîtriser la situation. Big Mitch et Southwest T atteignent leur majorité au moment où un deuxième désastre s'abat sur la ville. En 1980, le diable s'est penché sur Détroit et l'a déclaré capitale mondiale du crack. La BMF est née à la fin de l'ère du crack. Ils ont commencé à vendre des sachets d'herbe à 5 $ et aussi du crack. Vers 18-19 ans, ils se sont mis à dealer des petites quantités de drogue depuis chez eux. Tout est parti de là. En 1990, ils décident de passer à la vitesse supérieure. Détroit était économiquement sinistré.
Et en plus, de nombreuses autres organisations criminelles mieux établies avaient le quasi-monopole du trafic de drogue. Ils ont donc décidé de mettre sur pied 2 grands centres de commandement et de contrôle, l'un à Los Angeles en Californie et l'autre à Atlanta en Géorgie. Leurs liens avec un cartel mexicain leur ont donné accès à une source d'approvisionnement très importante en cocaïne. Ça leur a permis de se développer au point que Détroit est devenu trop petit pour eux. Avant d'entrer dans le circuit de distribution, la marchandise était coupée et mise en sachet à Détroit. Eux, c'étaient les chefs. Et il y avait ce qu'on appelait les managers, qui géraient les différentes cellules à travers le pays. Détroit, Saint-Louis et Atlanta. Au début des années 90, Terry s'installe à Los Angeles. Il a monté entre autres Oracle Motorsports, un business censé fournir des accessoires pour véhicules haut de gamme. Dans une ville comme LA, la couverture est parfaite et les voitures deviennent essentielles aux activités de la BMF. Les compartiments qui servaient de cachette, les trappes, comme il disait, étaient dotés de mécanismes très sophistiqués. Les combinaisons permettant l'ouverture et la fermeture changeaient d'une voiture à l'autre. Et seules quelques personnes les connaissaient. Il fallait par exemple que l'aimant de pare-brise soit en place, la marche arrière enclenchée, le dégivreur branché et le toit ouvert. Et là, la trappe s'ouvrait. Ils pouvaient ainsi transporter des kilos de cocaïne en toute sécurité à travers le pays. L'argent entre à flot. Et Demetrius Flenory décide de conquérir un marché prometteur. Atlanta. Atlanta offrait des opportunités et un niveau de justice et d'égalité sociale qui n'existait pas ailleurs. Comme dans toutes les villes, il y avait des quartiers dévastés, mais aussi une classe moyenne afro-américaine extrêmement dynamique. Beaucoup de gens en quête de réussite allaient s'y installer. Atlanta était ce que Détroit aurait pu être. Il était ce que Détroit avait été. En se montrant dans les boîtes de nuit, en étalant leurs richesses, les Flenory sont devenus des modèles pour ceux qui rêvaient d'être des dealers. S'ils ont pu recruter autant de distributeurs, c'est parce qu'en voyant leurs gros bijoux clinquants et leurs fourrures, les gens leur disaient « Je veux avoir tout ça, je peux bosser pour vous ». Big Mitch et la BMF ont pris Atlanta par surprise. Il y a eu une vague de violence, de fusillades, d'agressions. Question image, Demetrius Flenory, le plus tapageur des 2 frères, ne fait pas preuve d'une grande originalité. Demetrius était un grand fan d'Al Pacino dans Scarface. Dans sa gigantesque villa, Al Pacino fait installer une grosse fontaine. Dessus, il est écrit avec des néons « Le monde vous appartient ». C'est cette phrase que Demetrius a repris comme slogan pour la BMF. Il placardait son portrait partout dans Atlanta. Le monde appartient à la BMF. Ça ne voulait rien dire. On quittait l'aéroport et avant même de voir le panneau « Bienvenue à Atlanta », on voyait l'affiche de Big Mitch. La Black Mafia Family n'est pas seulement une organisation criminelle. Elle représente aussi, pour ces jeunes nés en milieu urbain, la réalisation d'un rêve d'enfant. Les frères Flenory s'étaient toujours intéressés à la musique hip-hop et ils travaillaient déjà avec des artistes. Donc, quand ils ont commencé à gagner des fortunes grâce au business de la cocaïne, ils ont fondé la maison de disques Black Mafia Family. Le label a été créé en mars 2004 en Californie. Alors que Terry passe le plus clair de son temps sur la côte ouest, où sont gérées les affaires courantes, Big Mitch fait le spectacle. Le visage de BMF Entertainment, ce sera lui. À mon avis, il préférait être un grand rappeur plutôt qu'un grand dealer. Qui n'aimerait pas être un grand rappeur? En même temps que Mitch devenait célèbre, la scène musicale d'Atlanta se développait.
Ça a commencé avec Outkast. Puis ensuite, surtout, il y a eu Jeezy et T.I., la trappe qui venait du Sud. Les compiles et les DJ qui changeaient la façon de produire et de consommer la musique. Musicalement parlant, ça a été une époque passionnante. Mais BMF Entertainment n'est pas vraiment ce qu'il prétend être. C'était une mascarade. C'était pas vraiment un label hip-hop. Ils avaient un seul artiste. Cet artiste, c'est Barima McKnight, alias Blue Da Vinci. Il était pratiquement le seul rappeur de talent du label. Il a quitté LA, s'est installé à Atlanta et a trouvé en Mitch la figure du père. Mitch, de son côté, souhaitait financer sa carrière. Pourtant, on ne trouvait jamais aucun de ces disques, ni en magasin, ni même sur Internet. Ils n'existaient pas. Voilà un label qui ne produisait rien. D'où venait donc tout cet argent? Il n'avait aucun document comptable prouvant l'origine légale des fonds qu'il dépensait. La Black Mafia Family possède un réseau de distribution de cocaïne qui couvre désormais tout le pays. Ce n'est rien d'autre qu'une association de malfaiteurs. Et à Atlanta, le secret finit par être éventé. C'est pendant le NBA All-Star Weekend de 2003 que ces types sont vraiment devenus connus à Atlanta. Les membres de la bande apparaissaient habillés pareil. Parfois, ils étaient tous en noir ou tous en blanc. Ou alors, ils arboraient une sorte de motif camouflage. Ils débarquaient dans des boîtes de nuit qui pouvaient accueillir des milliers de personnes. Et ils donnaient des dizaines de milliers de dollars de pourboire. Le personnel des bars et des nightclubs les adorait. Avec eux, l'ambiance changeait. À la seconde où ils entraient quelque part, les gens savaient que c'était eux. Les frères Flenory n'avaient aucun bien inscrit à leur nom. Aucune source de revenus légale. Pendant des années, ils n'ont pas envoyé une seule déclaration de revenus. Donc la question se pose, d'où venait tout cet argent? 9 mois après son entrée en scène fracassante à Atlanta, la Black Mafia Family se met à dos le grand méchant loup. Le meurtre de Wolf Jones, l'ex-garde du corps de Sean Combs, a été très médiatisé. Anthony Jones et un autre homme, Lamont Gurdy, ont été abattus. Mais les autorités pensent qu'ils se tenaient en embuscade pour piéger les membres de la BMF. D'abord arrêté comme suspect, Demetrius Flenory, qui s'est pris une balle, est également considéré comme victime. Après le meurtre de Wolf Jones, la BMF s'est retrouvée sous les projecteurs. Et les conséquences ont été considérables. On dit même que c'est cette affaire qui a poussé le conseil municipal à vouloir avancer de plusieurs heures la fermeture de tous les bars et de toutes les boîtes de nuit de la ville. Faute de preuves, les autorités ne peuvent pas accuser Big Mitch du double homicide. Mais elles tiennent la BMF à l'œil. Dans les jours qui suivent la relaxe de Demetrius Flenory, la DEA, l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue, perquisitionne une maison qui aurait joué un rôle dans l'affaire. À la White House, à l'est d'Atlanta, on n'a trouvé ni une grosse quantité de drogue, ni les armes utilisées pendant la fusillade. Par contre, on a mis la main sur beaucoup de livres de comptes concernant un trafic de drogue et sur les registres d'inscription et les titres de propriété de nombreux véhicules. Très précisément 19. Tous haut de gamme. On a trouvé à la White House des livres comptables avec des noms, des numéros de téléphone et des montants. Si aucun de ces documents ne permet de remonter jusqu'à Demetrius Flenory, le nom d'une société attire l'attention de la police. Exquisite Empire. Vers octobre 2003, j'enquêtais sur une autre affaire de drogue et un des individus sous surveillance roulait en BMW de luxe. Il a été arrêté, sa voiture a été saisie et à l'intérieur, on a trouvé une carte de visite au nom de Exquisite Empire. Le titre de propriété du véhicule est retrouvé à l'intérieur de la maison après la fusillade du chaos. Dans un tableur Excel, la berline qu'on avait saisie était inscrite sur une ligne BMF, comme un certain nombre d'autres voitures haut de gamme. Parmi les clients figurant dans les registres de Exquisite Empire, plusieurs apparaissaient comme étant liés à la Black Mafia Family. C'était la première fois que je prenais connaissance de documents avec le nom BMF écrit noir sur blanc.
Alors que partout dans le pays, des enquêteurs commencent à rassembler les pièces du puzzle, une deuxième fusillade vient bouleverser les règles du jeu. Juin 2004. 7 mois après le chaos, c'est le Velvet Room qui fait parler de lui. La BMF et sa bande quittent la boîte de nuit. Les voitures sont alignées. Hummer, Ferrari, Bentley, Lamborghini. La musique résonne. Big Mitch est au volant en train de reculer. Et voilà que ce type qui n'a rien fait passe juste à ce moment-là. Il a tapoté la voiture simplement pour prévenir le conducteur qu'il risquait de le heurter. Mais ils l'ont très mal pris. On ne touche pas aux affaires de la BMF. Le type a été passé à tabac. Un des membres de la BMF l'a abattu alors qu'il était allongé sur le sol, là, dans le parking. Il devait faire des choses formidables, pas mourir dans un parking. Cette mère désespérée parle de son fils qui a été tué dans le quartier de Midtown. Rashanibal Prince Drummond n'avait que 23 ans. J'ai vu sa photo. Elle est restée gravée dans ma mémoire. Il n'avait nullement besoin de le tuer. Il était dans un état épouvantable et il n'était même pas conscient. Après l'affaire du Velvet Room, l'image de la BMF s'est dégradée. Les gens avaient peur d'eux. Ils trouvaient que c'était des brutes. D'après des témoins, une voiture de sport a peut-être quitté la scène de crime. Mais on n'a aucune description satisfaisante d'individus éventuellement impliqués. Alors qu'il y avait des gens dans la rue au moment des faits, personne ne s'est présenté comme témoin. Comme très souvent dans les affaires auxquelles était mêlée la BMF, les témoins se sont tus. Personne n'a voulu parler. On savait que Big Mitch et la BMF avaient une propension à la violence. La vie humaine ne comptait pas pour eux. Pour l'organisation, c'est le début de la fin. Autant se coller une cible dans le dos. On aurait dit qu'il suppliait la police de le pourchasser, et elle ne l'a pas lâché. En 2015, Lucius Lyon, l'audacieux chef d'un empire hip-hop, part à la conquête de l'Amérique. J'ai regardé la série et elle m'a beaucoup fait penser à la Black Mafia Family. Évidemment, c'est un personnage de fiction, mais voir Terrence Howard, c'est voir Mitch. D'ailleurs, il lui ressemble énormément. Si Mitch avait monté une affaire légale, voilà le genre d'homme qu'il aurait pu être. Voilà la réussite qui aurait pu être la sienne. À l'été 2004, Demetrius Flenory, qui a survécu à une fusillade dans un parking et échappé à une accusation de meurtre, organise une fête grandiose pour ses 36 ans. Ça s'est passé peu après sa mise en liberté. Il fallait célébrer l'événement. Le thème, c'était Mitch, seigneur de la jungle. Et ils avaient loué des animaux de zoo. Son nom était écrit avec des néons de 2,5 mètres de haut. Il y avait des girafes, des lions, des éléphants, et ça se passait dans la boîte la plus chic de la ville. Demetrius Flenory ne se doute pas que le FBI a déjà mis son nez dans les affaires louches de la BMF. L'enquête a commencé par la recherche d'armes après le meurtre d'Anthony Jones. On avait fouillé la White House, le siège des opérations de la BMF. Et il s'est avéré que ce n'était pas Mitch qui était aux manettes, mais Terry. Des années plus tard, le matériel saisi s'est révélé essentiel à l'enquête. Ils ont découvert des registres d'inscription de véhicules et des livres comptables avec des noms et des numéros de téléphone. Et ils ont trouvé la propriétaire. Il s'agit d'une femme qui vit luxueusement à Mulholland Drive, à Los Angeles. Elle payait 12 000 $ par mois de leasing. Et elle a fini par acheter la maison pour $1,5 million de plus. Son dossier bancaire révélait l'existence de chèques de banque de 10 000, 12 000 $. On est donc retourné à la banque qui nous a appris que ces chèques avaient été provisionnés avec des espèces. Qui était donc cette femme ? La petite amie est l'associée de Terry Flenory. On a obtenu l'autorisation de mettre sur écoute le téléphone de Terry Flenory. Et c'est comme ça que l'enquête a commencé.
C'était une affaire difficile. Terry avait une dizaine de portables et il en changeait en fonction de ses interlocuteurs. Les enquêteurs entendaient parfois des choses. Par exemple, qu'un deal était en cours, mais ils ne savaient pas où. Les coups de fil ne se terminaient pas toujours par « salut » ou « à plus ». Très souvent, les types disaient « une ». Ils formaient une famille. Ce « une » à la fin, ça voulait dire une famille. C'était un clin d'œil, une façon de montrer qu'ils étaient solidaires les uns des autres. Quand les enquêteurs mettent les téléphones sur écoute, la belle solidarité commence à voler en éclats. Terry aimait parler au téléphone. Il aimait parler affaires au téléphone. Et il appelait souvent sa sœur pour se plaindre de Démétrius. Quand Big Mitch a commencé à placarder son portrait, son frère s'est vraiment éloigné de lui. Pour lui parler, il passait par des intermédiaires. Le côté tape à l'œil de Mitch les a brouillés. Terry ne supportait pas qu'il attire autant l'attention sur l'organisation. En gros, c'est à cause de Démétrius, de son mode de vie, que Terry se plaignait autant de lui au téléphone. Et ça a été une terrible erreur. À l'été 2004, les enquêteurs surprennent une conversation de Terry à propos d'un transporteur de la BMF arrêté à Détroit avec 10 kilos de cocaïne. Ça a été un tournant décisif pour l'enquête. Les papiers du véhicule m'ont permis de faire le lien avec les documents qui avaient été trouvés à la White House à Atlanta. La police commence alors à s'intéresser à d'autres saisies importantes effectuées un peu partout dans le pays. On avait mis la main sur des documents concernant 19 véhicules. Or, 5 de ces véhicules ont plus tard refait surface dans différents coins du pays, dans des saisies de drogue ou d'argent liées à la drogue. Ce n'était pas une coïncidence. Dans la plupart des cas, on est remonté jusqu'à eux. Les chiffres sont astronomiques. C'était toujours des grosses sommes. 500 000, 800 000 $. Ça n'aboutissait pas à des arrestations, puisque ce n'est pas illégal de posséder de l'argent. Mais on faisait quand même des rapports. On allait demander, disons, à la police de l'Arkansas ou du Texas, si ces dossiers existaient toujours. La plupart du temps, les agents qui effectuaient les saisies récupéraient les carnets des transporteurs. On y a trouvé les numéros de téléphone des Flannery et d'autres membres de l'organisation. En 2005, l'homme sur les affiches devient le point de mire des autorités fédérales d'Atlanta. On a appris qu'ils allaient ouvrir un nightclub, le Babylon. Babylon, c'était le nom de la boîte dans Scarface. Un mandat d'arrêt est émis à l'encontre du bras droit de Big Mitch, Chad Brown, alias J-Bo. Ce dernier est recherché pour détention de faux papiers, un délit mineur. J-Bo était le directeur général de la BMF. Il aidait Mitch à s'occuper des affaires courantes, à gérer l'organisation au jour le jour. Un soir, les deux hommes quittent la boîte de nuit dans une Bentley. J-Bo est au volant. Je m'en charge, on le laisse s'éloigner. Il roulait dans une Bentley. J-Bo a été arrêté pour détention d'un faux permis de conduire. Alors Mitch s'est mis au volant. Il s'est glissé sur le siège du conducteur, il a mis le moteur en marche et il a démarré. On savait que Démétrius Flannery n'avait pas de permis. Un peu plus tard, la police intercepte de nouveau la Bentley. J-Bo a atterri en prison. Démétrius Flannery aussi. Ils ont été libérés sous caution. C'était un délit tout à fait mineur, mais qui a permis la saisie des bijoux qu'il avait sur lui. Ces bijoux lui appartenaient. Il y avait une bague, une montre, une chaîne et des boucles d'oreilles. Les autorités les font expertiser par des gémologues. Valeur de l'ensemble, 2 600 000 $. Il n'a rien contesté. Il n'a pas réclamé ses bijoux. Il les a remplacés. Ça m'a surpris. Quel citoyen normal porte sur lui pour 3 millions de dollars de bijoux dans une voiture? Ou transporte 100 000 $ en billets pour les jeter en pluie dans un bar?
ou loue une limousine pour aller avec ses potes à Philadelphie voir un match de la NBA All-Star ou à Las Vegas pour assister à un match de boxe. C'est une plaisanterie. Je vais vous dire une chose à propos de Big Mitch et de l'organisation. Tout ce que la police touchait, de quelque façon que ce soit, ils y renonçaient à jamais. La police a eu ses bijoux entre les mains. Que fait Big Mitch? Il en achète d'autres. Ces voitures ont été placées à la fourrière, il ne vient jamais les récupérer. Une maison a été perquisitionnée, il l'abandonne. Il n'y retourne jamais. Quand on est convaincu d'être à la tête d'un empire, on n'éprouve pas le besoin de regarder en arrière. Ça faisait au moins 15 ans que ça durait. Les documents établissaient un lien entre la drogue, l'argent et les gens. On a persévéré jusqu'à arriver au chef. Mai 2005. Entouré de sa cour, le chanteur Bobby Brown fête son anniversaire dans un restaurant branché d'Atlanta. L'établissement, qui appartient à Sean Combs, s'appelle le Justins. Bobby Brown chantait, toute sa famille était là. Tout à coup, une bagarre a éclaté dans la foule. Un jeune a été poignardé. C'était grave. Shane Brown, âgé de 21 ans, est blessé au visage et au cou. Les médecins pensent que l'arme utilisée est un pic à glace. Des témoins ont identifié la personne responsable de l'agression. C'était un certain Baby Blue. Le vrai nom de Baby Blue est Marky Dixon. À l'époque, on pense que c'est un parent de Blue Da Vinci, le seul artiste du label Black Mafia Family. C'était un gars de la BMF. Certaines personnes ont dit que c'était le frère de Blue Da Vinci, mais c'est faux. Ils venaient tous les deux de Los Angeles et ils étaient très amis. Un an plus tard, Marky Dixon sera blessé par balle et retrouvé mort. C'était très difficile pour les enquêteurs de savoir ce qui se passait au sein de la BMF. Dans des tas d'autres opérations, quelqu'un était dans la place. Là, ils n'avaient aucun agent infiltré. La chance tourne enfin avec l'arrestation de O-Dog. Ils ont coffré ce type, Omari McCree, alias O-Dog. La cocaïne vendue dans la rue, c'était lui qui la fournissait. Et lui-même s'approvisionnait auprès de la BMF. Les autorités lui mettent la main au collet en novembre 2004, mais le relâchent rapidement. Les policiers l'ont laissé filer. Son téléphone était sur écoute et s'il continuait à parler, il les conduirait peut-être jusqu'à Mitch. La patience finit par payer. O-Dog est de nouveau capturé en 2005. Quand la police d'Atlanta est intervenue vendredi dernier dans le cadre d'une dispute conjugale, elle ne se doutait pas qu'elle arrêterait un des principaux membres de la Black Mafia Family, Omari McCree. Omari a fait une déposition. La police lui a demandé qui était le boss et il a répondu « C'est Mitch. Je peux m'en aller ?» Il pensait s'en tirer comme ça, mais non. McCree a déclaré que Mitch était le chef et qu'il travaillait pour lui. C'était la première fois qu'on entendait quelqu'un d'aussi puissant dans l'organisation répondre « Demetrius Flannery ». Accusé de trafic de drogue, O-Dog doit comparaître devant un jury. Le jour de l'ouverture du procès, il plaide coupable. Et 2 mois plus tard, les inculpations se mettent à pleuvoir sur la Black Mafia Family. Ce qui est unique dans cette affaire, c'est qu'on ne s'intéressait pas seulement aux distributeurs. On recherchait également tous ceux qui avaient facilité la tâche à l'organisation criminelle. En octobre 2005, Demetrius et Terry Flannery sont accusés de diriger une entreprise criminelle. Si ces allégations sont vraies, la Black Mafia Family se trouve mêlée à ce genre d'affaires qui peuvent déchirer les familles. La DEA prétend que les Flannery ont commencé leur carrière de trafiquants en vendant du crack dans les années 80. Mitch a été arrêté le 1er à Frisco, au Texas, dans les environs de Dallas. Il y avait des armes dans la maison. Terry Flannery a été capturé dans une maison de Saint-Louis qui était utilisée pour conditionner et distribuer la cocaïne. On a effectué des perquisitions partout dans le pays et les preuves recueillies nous ont permis de rassembler les pièces du puzzle.
Ces preuves révèlent que les deux frères ont lancé leur activité au moins 15 ans plus tôt. Être capable de diriger un syndicat du crime ultra puissant, un empire de la drogue pendant plus de 5 ou 10 ans, c'est l'exception plutôt que la règle. C'est une anomalie. Le jugement d'exécution de paiement portait sur 270 millions de dollars. On a estimé la quantité de cocaïne vendue pendant la durée de vie de l'entreprise criminelle. Ce n'est donc peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Dans les années qui vont suivre, plus de 150 individus liés de près ou de loin à la BMF seront inculpés. Les poursuites judiciaires visaient tout le monde, y compris ceux qui les ont aidés, comme Jacob le bijoutier. Jacob Arabo, l'homme qui fabrique les gros bijoux clinquants portés par le Gotha du hip-hop, est accusé de blanchiment d'argent en lien avec la BMF. Il se fait en effet payer en espèces et ne déclare rien au fisc. Il a été arrêté mais libéré aussi sec. Lorsque plus tard, Jacob Arabo admettra avoir menti aux enquêteurs, le principal chef d'accusation sera abandonné, mais il sera condamné à 30 mois de détention. On a également fait subir les conséquences de leurs actes à ceux qui les ont aidés, parce qu'ils regardaient ailleurs ou en toute connaissance de cause. On pensait ainsi enlever de son attrait à ce type d'activité criminelle. C'était notre objectif. Les frères ont été mis dans 2 prisons différentes. Ils se renvoyaient la balle. Terry reprochait à Mitch son côté tape à l'œil. Et Mitch accusait Terry de s'être fait prendre à cause de ses conversations téléphoniques. Ironie de l'histoire, c'est le plus prudent des deux qui s'est fait piéger par la mise sur écoute, qui a dit les choses les plus compromettantes. Les deux frères ne se parlent plus. Mais face aux autorités, ils font bloc. Terry n'avait jamais été arrêté. Il n'avait jamais fait de prison de sa vie. Il n'était pas habitué à ce qui se passe derrière les barreaux. Et cette réalité-là peut rendre fou. Il n'avait qu'une obsession, obtenir leur mise en liberté sous caution. Mais ils étaient sous le coup de très graves accusations au niveau fédéral. Ils ne l'obtiendraient jamais. Ils risquaient la prison à vie. La priorité pour un homme d'une trentaine d'années accusé de diriger ce genre d'organisation, c'est d'éviter la perpétuité. Personne ne veut mourir en prison. Accusé de diriger une entreprise criminelle, Demetrius Big Mitch Flenory plaide coupable le 19 novembre 2007, soit plus de 2 ans après sa mise en détention. Mitch a accepté d'essayer de convaincre son frère de plaider coupable. Ils n'étaient plus très copains à l'époque, ni vraiment en contact. Il y a eu une confrontation au tribunal. Il paraît qu'on les a entendus jusque dans les couloirs. J'étais à Détroit. Je m'attendais à ce que le procès dure 3 à 4 mois, mais Terry a pensé qu'il valait mieux plaider coupable. Par contre, malgré l'animosité qui régnait entre les deux frères, les agents fédéraux n'ont pas réussi à les monter l'un contre l'autre. Leur devise était plutôt la mort que le déshonneur. Le plus grand déshonneur, c'était de coopérer avec la police. À partir du 12 septembre 2008, les frères Flenory partagent un nouveau point commun. Tous deux écopent de 30 ans ferme. Rares sont ceux qui réussissent dans ce milieu. Et aujourd'hui, avec l'expansion des cartels dans le pays, avec leur mainmise sur les villes américaines, les règles du jeu ont totalement changé. Les intermédiaires sont devenus inutiles. Peut-être que la BMF était la dernière de ces organisations criminelles sur le déclin. Big Mitch a dit « Il n'y a jamais eu de groupe comme le nôtre avant. Et après nous, il n'y en aura jamais d'autres. » C'est peut-être vrai.